Bonjour, chers étudiants. Précédemment, dans ma vidéo précédente, j'avais présenté le chapitre 1 sur électrostatique dans le vide. Dans cette vidéo, on va faire tout simplement le champ électrostatique. On va aller beaucoup plus loin et je vais vous expliquer maintenant les forces électrostatiques, champ électrostatique, mais aussi théorème de Gauss appliqué à certaines distributions, etc. Déjà, c'est quoi un champ électrostatique? Là, on vous donne un exemple ici où vous avez tout simplement un système avec deux charges. La charge Q majuscule étant tout simplement la charge active ou bien source. Et vous avez aussi ici la charge Q minuscule qui n'est rien d'autre que la charge passive. Donc là, on sait déjà comment on définit tout simplement la force électrostatique. Ce n'est rien d'autre que 1 sur 4 pi epsilon 0 qui est une constante fois Q majuscule, Q minuscule sur la distance au carré U vecteur. Donc là, U vecteur c'est le vecteur unitaire. On a tout simplement cette charge Q qui est la source qui exerce son influence sur Q passive avec sa force F vecteur et son champ E vecteur. L'expression maintenant de cette force, on peut le réécrire sous cette manière en factorisant par le Q passive pour obtenir tout simplement cette expression qui n'est rien d'autre que le champ électrostatique E. Là, la charge source Q modifie l'espace environnant. Quand on parle donc de modification d'espace, on sous-entend qu'il y a un champ qui agit tout simplement dans le milieu, sachant que nous sommes en face donc de charge électrique, donc raison pour laquelle notre champ est un champ électrostatique. Et ça, c'est l'expression. Donc, une charge électrique Q placée en un point M de l'espace où existe un champ électrostatique E subit une force électrostatique. Là, maintenant, concernant les propriétés, quand vous avez une charge source négative, le champ électrostatique est dirigé vers cette charge. Et quand vous avez une charge Q positive, le champ électrostatique est dirigé dans le sens contraire de la charge source positive. Là, vous avez tout simplement l'unité du champ électrostatique. Ce n'est rien d'autre que volt par mètre. Le champ électrostatique est la cause physique des forces électrostatiques. Bien évidemment, parce que tout simplement, la force électrostatique est en fonction du champ électrostatique et sans champ électrostatique, il n'y a pas de force électrostatique. Et un champ uniforme, ce n'est rien d'autre qu'un champ qui possède les mêmes caractéristiques en tout point de l'espace. Et là, vous avez un exemple tout simplement de plan infini chargé avec son champ qui est défini suivant sigma sur 2 epsilon 0. Et si vous vous rappelez sigma, ce n'est rien d'autre que la densité de charge surfacique. On va le voir plus loin avec le théorème de Gauss. Donc là, on représente tout simplement maintenant le champ créé par une distribution de charge. Ici, tout simplement, c'est tout depuis le début du cours des explications. Je vous montre deux charges en interaction avec Q qui exerce une force sur petit q et un champ électrostatique E. Mais pourquoi on dit tout simplement qu'un champ est radial? Ça, c'est l'expression de la force et ça, c'est l'expression du champ. Vous le connaissez déjà. Et je vous avais dit quand vous avez tout simplement donc une source ici de charge positive. Donc là, on a nos champs électrostatiques, son centrifuge. Et là, quand vous avez tout simplement une charge Q négative, nos champs électrostatiques sont centripètes. Donc, c'est tout à l'heure l'explication que je vous donnais quand vous avez deux charges. Celui-là, Q négative, le champ est dirigé vers Q positive, le champ dans le sens contraire. C'est exactement l'explication pour ces deux cas de figure, raison pour laquelle on dit que le champ est radial. Donc là, maintenant, on va présenter tout simplement ce que l'on appelle le principe de superposition. Là, quand vous avez plusieurs charges passives avec une charge active, donc là,
c'est bon de savoir c'est quoi la résultante du champ électrostatique. Et pour savoir la résultante, ce n'est rien d'autre que la somme des champs électrostatiques élémentaires définis par cette expression. Donc, une construction vectorielle, on sait comment faire. Quand vous avez plusieurs vecteurs, vous pouvez tout simplement construire le vecteur résultant. Donc là, maintenant, on est en face tout simplement d'une distribution volumique où on a défini notre volume élémentaire en P et notre distribution volumique possède une densité volumique ρ P. Donc là, en M, on voudrait tout simplement calculer le champ électrique élémentaire et pour en déduire plus tard le champ électrique de notre volume total. Donc en M, le champ élémentaire créé par dQ et alors champ électrique élémentaire, le champ électrostatique élémentaire, c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 d de Q sur R carré U. Et d de Q, sachant que nous avons une distribution volumique, ce n'est rien d'autre que ρ dV. Si nous allons beaucoup plus loin maintenant, donc là, sachant que c'est ρ dV, pour connaître tout simplement notre champ électrostatique, on va intégrer suivant le volume, raison pour laquelle vous avez ici 3 intégrales. Vous pouvez réviser le chapitre 0 concernant complément mathématique, je vais expliquer vite fait et brièvement. Et là maintenant, quand vous avez une distribution surfacique, la seule chose qui va changer, c'est la densité ici. Ici, c'est volumique, c'est ρ dV. Maintenant, quand c'est surfacique, c'est sigma ds. Et quand c'est linéaire, c'est lambda dl. Ça sont les 3 configurations suivant le type de distribution que vous avez. Allons-y beaucoup plus loin. Maintenant, on va essayer tout simplement d'introduire le théorème de Gauss. Mais avant ça, on va donc parler de ce qu'on appelle un angle solide. Donc, un angle solide, c'est un angle sur lequel on voit une surface quelconque. Donc là, on est en haut et ça, c'est notre angle solide, d oméga. Et on essaie de voir cette portion de surface repérée par M. Et ça, c'est en S ici, blanc, nous avons la surface totale. Donc, OM, ici, OM, est égal à R, la distance. On dit n vecteur normal à ds et alpha est l'angle entre n vecteur et l'axe du cône. Donc ici, on représente tout simplement l'expression de l'angle solide qui n'est rien d'autre que U scalaire ds sur R au carré, qui n'est rien d'autre que ds cosinus de alpha sur R au carré, produit scalaire. Donc, sachant que U est un vecteur unitaire, sa norme est égale à 1 et U vecteur fait un angle alpha avec n vecteurs représentés ici. Voilà, donc raison pour laquelle vous avez cosinus alpha sur R au carré. Donc supposons maintenant que l'on positionne ici en haut une charge Q source et cette charge Q crée en M un champ électrostatique, comme dans ce cas de figure. Donc là, on connaît déjà le champ l'expression du champ électrostatique. On connaît aussi tout simplement l'expression d'un flux élémentaire qui n'est rien d'autre que E ds. En remplaçant le champ électrostatique E par rapport à ds, on va obtenir cette expression-là qui va tout simplement nous donner l'expression générale donc d'un flux élémentaire en fonction de l'angle solide. Et là, on peut intégrer, sachant que l'angle solide est en fonction de la surface élémentaire. Donc, quand on va calculer, on va tout simplement faire double intégrale E scalaire ds pour connaître donc l'expression donc du flux total et oméga est l'angle solide sur lequel on voit la surface S à partir de O. Important à savoir. Donc, si nous allons beaucoup plus loin maintenant, on va essayer de voir tout simplement quand vous avez une surface fermée et qu'on veut déterminer le flux extérieur. Dans ces cas de figure, on a cet exemple-là. Là, on a tout simplement notre angle solide avec une surface fermée où, ici, avec l'angle solide, on voit cette surface extérieure ds1 et on voit l'autre surface extérieure ds2. Et ici, en chacun de ces points, on a un champ vecteur. Donc là, si on applique tout simplement l'expression de d de phi, ce n'est rien d'autre que Q sur 4 pi epsilon 0 U scalaire ds1 sur R1. Et ça, si on fait les projections U scalaire ds1, on va retrouver moins Q sur 4 pi epsilon 0 d2 oméga. Chers étudiants, je vous laisse faire le calcul. C'est juste des projections suivant le même axe. Si on projette d de S1 suivant l'axe ici, donc vous allez voir que E, l'expression de E
et la projection de DS1 suivant cet axe ont un angle pi, raison pour laquelle cosinus de pi est égal à -1 et vous obtenez ici moins. Et ici, sachant que avec la même chose, une projection, vous allez obtenir 0 et là, vous allez obtenir cosinus de 0, c'est 1. Donc, si vous faites la somme de d phi 1 plus d phi 2, donc là, on va obtenir 0. Conséquence, le flux total à travers une surface fermée S du champ créé par une charge ponctuelle extérieure à S est nul. Donc, les flux qui agissent sur une surface extérieure d'un système fermé sont nuls. Là, c'est définitif. Donc là, il faut garder cette information en tête. Maintenant, concernant les charges intérieures à S, là, on l'avait dit dès le début, quand vous avez des charges intérieures, après avoir défini tout simplement votre surface, les charges intérieures ou bien le flux à l'intérieur de votre système fermé n'est rien d'autre que la somme des charges intérieures sur epsilon 0, raison pour laquelle vous avez phi E sur S est égal à Q sur epsilon 0. Et ici, vous avez l'explication. Et de manière générale, le flux à l'intérieur d'un système fermé n'est rien d'autre que la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Donc là, on va maintenant aller beaucoup plus loin. On va introduire le théorème de Gauss. On considère un système un ensemble de charges et une surface fermée quelconque S. Charge extérieure à S, phi, je sens que ce sont des charges extérieures à S, donc leur flux est 0. On l'a démontré. Donc, et les charges intérieures sont égales à Q intérieur sur epsilon 0. Donc là, si on applique tout simplement cette information, on sait que le flux n'est rien d'autre que la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Et là, le flux est égal à E scalaire ds. Maintenant, suivant le type de système que vous avez, on va définir la surface élémentaire. Donc ici, si vous avez un cylindre, donc vous allez avoir une surface élémentaire cylindrique. Si vous avez une sphère, vous allez avoir une surface élémentaire sphérique. Si vous avez un autre système, vous allez avoir une surface élémentaire avec ce même système. Maintenant, la distribution que vous aurez à avoir, si c'est une distribution volumique, vous allez changer votre Q intérieur par ρ dV. Si vous avez une distribution surfacique, vous allez remplacer votre Q intérieur par segment ds. Et si vous avez une distribution linéaire, vous allez remplacer votre Q intérieur par lambda dl. Et ça, c'est l'explication tout simplement du théorème de Gauss. Merci de lire, chers étudiants. Donc là, vous avez toutes les informations concernant les détails de cet théorème de Gauss. Et si nous allons beaucoup plus loin maintenant, on va tout simplement voir donc l'expression locale du théorème de Gauss. Supposons que vous avez une distribution volumique. Donc là, comme ce que je vous avais dit tout à l'heure, ici vous avez phi est égal à E scalaire ds sigma Q intérieur, la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Et sachant que c'est une distribution volumique, là, on va remplacer Q par ρ dV, raison pour laquelle on va intégrer suivant un volume. 3 intégration. Et là, en utilisant le théorème de Green, E scalaire ds est égal à, tout simplement, en utilisant le volume divergence de E sur dV. Et là, on démontre tout simplement par analogie que divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0, qui n'est rien d'autre que l'équation de Poisson. Vous pouvez tester à partir de cette expression et à partir du théorème de Green, sortir cette expression. Et comme conséquence, maintenant, comme conséquence par rapport à ça, il faut juste savoir que si ρ est égal à 0, donc on n'a pas de charge, mais il y a existence d'un champ électromagnétique. Vous savez comment on utilise divergence. Donc là, si vous faites les calculs, vous allez trouver que E est égal à une constante. Donc là, avec le chapitre 0 que nous avions fait, on avait montré comment on utilise divergence, rotationnelle, gradient, etc. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ces informations. Et sachant que le champ est constant et que le flux est égal à 0, donc on peut sous-entendre tout simplement que le champ, ici, le flux du champ E est conservatif et le flux est le même à travers toutes les sections d'un tube de champ. Et comme je vous avais montré dans le chapitre 1, un tube de champ, c'est un ensemble de lignes de champ. Et c'est un ensemble de lignes de champ. Et une ligne de champ, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de points où, à chacun des points, on a un vecteur champ qui est tangent à ces points-là. Donc là,
il faut réviser le chapitre 1, vous allez voir ces informations-là. Et si nous allons beaucoup plus loin, le principe de Curie, qu'est-ce que nous dit le principe de Curie? Quand vous avez tout simplement une distribution avec une symétrie donnée, le champ électrostatique créé par cette distribution de charges doit avoir aussi les mêmes propriétés symétriques. Raison pour laquelle le principe de Curie dit les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. Distribution de charges va causer tout simplement un champ électrostatique ayant les mêmes propriétés symétriques. Donc là, c'est juste une explication. Donc là, on va aller pour voir ce que l'on appelle un plan de symétrie. Comme ce que je vous avais expliqué dans le chapitre précédent, un plan de symétrie, c'est comme votre miroir. Il y a vous et il y a l'autre derrière le miroir. Vous êtes identiques. Rien ne change. Donc là, avec un plan de symétrie, le plan de symétrie conserve toutes vos caractéristiques. Raison pour laquelle ici, si vous regardez, là, vous avez donc pour des champs parallèles, vous allez avoir un champ parallèle. Pour des champs perpendiculaires, ça va se montrer, ça va être dirigé de cette manière. Et la résultante donc des champs verticaux et horizontaux, donc la somme des champs résultants donc se trouvera sur le miroir. Raison pour laquelle ici on dit le champ électrostatique crée sur un plan de symétrie des charges est contenu dans ce plan. Donc ça, vous voyez, le champ électrostatique résultant se trouve sur le plan de symétrie. Ça, c'est juste un exemple de plan de symétrie. Mais à côté du plan de symétrie, il y a ce qu'on appelle le plan d'antisymétrie. Et ce plan d'antisymétrie, lui, il inverse négativement tout simplement les caractéristiques obtenues avec le plan de symétrie. C'est-à-dire que si vous aviez au début des charges positives, avec un plan de symétrie, vous allez vous retrouver avec des charges négatives. Si vous aviez une distribution positive, avec le plan de symétrie, vous allez vous retrouver avec une distribution négative. Donc ça, c'est tout simplement l'information concernant un plan d'antisymétrie. Vous pouvez regarder, et ça, ce sont les caractéristiques du plan d'antisymétrie. Donc si nous allons maintenant beaucoup plus loin avec les invariances, règles de symétrie. Donc quand on vous parle d'invariance, on sous-entend tout simplement que les effets sont indépendants. Raison pour laquelle ici vous avez plusieurs exemples. Regardez, quand on vous dit que quelque chose, par exemple, vous aviez une fonction, un champ par exemple E qui est égal à x, y, z, et qu'on vous dit que suivant x il y a une invariance, ça signifie que on laisse tomber le paramètre x. On ne va pas se focaliser sur le paramètre x parce qu'il ne nous donne absolument aucune information. On va se concentrer sur les autres paramètres où il y a une variation. Et c'est la même chose pour une rotation. Quand on vous dit, quand vous avez à la base les paramètres, supposons vous avez ρ, θ, z, et qu'on vous dit il y a une invariance par rotation suivant θ, il faut laisser tomber ce θ-là et se concentrer sur ρ et z. Donc, vous allez réduire votre champ suivant ρ et z. Et c'est la même chose aussi quand vous avez une invariance par translation et par rotation. Il faut laisser tomber les paramètres suivant θ et suivant z si votre invariance par translation est suivant z et votre invariance par rotation est suivant θ. Et quand vous avez tout simplement invariance par toute rotation, c'est-à-dire partout où il y a une rotation, il y a une invariance, il faut les laisser tomber tous et garder tout simplement le paramètre où il n'y a pas d'invariance. Et ça joue un rôle extrêmement important. À côté, on va parler tout simplement de axe de symétrie et centre de symétrie. L'axe de symétrie, c'est quoi? Donc, quand vous avez le champ électrostatique créé sur l'axe de symétrie d'une distribution de charge, donc là, il faut juste comprendre que le champ électrostatique sera porté par cette même axe. Raison pour laquelle ici on dit le champ électrostatique créé sur l'axe de symétrie d'une distribution de charge est porté par cet axe. Mais quand on parle de centre de symétrie, là vous avez plusieurs champs électrostatiques, plusieurs distributions, sachant que c'est un centre de symétrie. Là, il y aura tout simplement des champs positifs et des champs négatifs de même norme. Là, ils vont s'annuler. Raison pour laquelle, quand vous avez un centre de symétrie, l'ensemble tout simplement des champs électrostatiques
créé au centre de symétrie d'une distribution de charges, on dit que tout simplement c'est nul. Pourquoi? Parce que partout où vous trouvez un signe, un champ positif, vous allez trouver à côté un autre champ négatif qui va l'annuler. Donc, raison pour laquelle, chers étudiants, donc, c'était ça l'objectif de cette vidéo et j'espère que c'est clair et que vous allez bien comprendre le concept. En attendant tout simplement de se revoir, Inch'Allah Rabbi, on l'espère bien. Il faut réviser bien le cours et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Donc, on reste en contact sur Online e-Performate. Et là, ce sera avec plaisir de répondre à toutes vos questions. Bon Ramadan et à très bientôt. Ciao.